Donc vous êtes prêts? Bien, bonsoir. Bonsoir à tous, doublement bonsoir si je puis dire, puisque cette fois-ci, pour notre 4e live, nous avons non seulement des personnes qui nous regardent derrière leur écran d'ordinateur, mais nous sommes, et je remercie l'INSEC de nous accueillir ce soir dans leurs locaux à Paris, et nous sommes probablement une centaine de personnes de tous âges. Enfin, j'ai beau chercher, j'en vois quand même pas en dessous de 15 ans, pour ce live. Donc, ce live, bien qu'étant en direct, si je puis dire, pour ce qui explique le projecteur que j'ai dans les yeux qui me fait parfois cligner les yeux, il aura la même durée que d'habitude, 40-45 minutes, et il aura le même plan que d'habitude. Je vous donnerai déjà quelques informations. Ensuite, je ferai quelques rappels de cours sur la 4e semaine qu'il clôture. Je vous parlerai de la 5e semaine pour ceux qui souhaitent la suivre. Ensuite, on corrigera l'exercice que j'avais laissé sur les rentabilités, qui était l'objet de la 4e semaine de ce MOOC. Puis, on répondra aux questions et on prendra cette fois-ci avec mes amis Franck Bancel, qui est sur ma gauche de l'ESCP, et François Bermond, qui est sur ma droite de Neoma BNP Paribas. On prendra des questions qui viendront par le chat, et puis on prendra aussi des questions dans la salle. Et puis, on clôturera, je vous dirai un petit mot sur Medica pour terminer. Et on terminera vers 20h40, 20h45, comme d'habitude. Donc voilà pour le premier point. Ensuite, Arthur nous envoie, voilà, l'attestation de réussite au MOOC. Donc vous savez que on est en train de terminer la 4e semaine, ce qui veut dire que dès demain, en début d'après-midi, on va mettre en ligne les 2 dernières vidéos de conclusion de l'analyse financière. L'une qui est une conclusion générale en termes techniques, comment je conclus une analyse financière dans le cas général, et deuxièmement, comment je conclus une analyse financière au cas particulier de notre société fil rouge, qui est de Gremlin. Et je vous raconterai la fin de l'histoire de Gremlin, qui est une société réelle, comme je vous l'ai déjà indiqué. La 5e semaine, c'est une semaine facultative qui vous permet d'avoir un certificat. Je vous en ai déjà parlé. Pour l'instant, nous avons déjà plus de 400 inscrits et l'examen va prendre la forme d'une étude de cas. J'ai inventé à partir d'une société qui existe déjà un cas d'analyse financière. La société qui existe s'appelle Medica, c'est une société cotée sur la Bourse de Paris. Comme je vous l'ai dit, c'est une société qui a une activité de maison de retraite et de clinique privée. Le test que vous aurez à faire, en fait, il se répartira entre 30 questions ouvertes ou fermées. Les questions ouvertes, on va vous demander par exemple de calculer une rentabilité, donc il faudra que vous mettiez un chiffre, c'est ce que j'appelle des questions ouvertes, et d'autres questions qui seront fermées, c'est-à-dire des questions de type QCM, la société, bon, je ne vais pas vous donner une des 30 questions, d'ores et déjà, mais une question avec 4 choix de réponse possibles. Et ça vaudra à 15 sur 20, la note, les 3/4 de la note, ça sera ce QCM avec des questions ouvertes et des questions fermées, et le quart restant, ça viendra d'une dissertation en 500 mots environ, maximum, une dissertation qui sera corrigée par les pairs. C'est-à-dire que tous ceux qui participeront, on vous demandera de corriger chacun 3 copies. Et puis moi, j'irai regarder par derrière, voir que tout ceci se passe bien. Et à ce moment-là, vous aurez une note totale à ce test médical. Je surveille de l'œil Guillaume, donc tout va bien, donc ça va, je continue. Et la note finale totale de l'ensemble de la formation, elle reprendra à hauteur de 50% la note au test final médical, et elle reprendra à hauteur des 50 autres pourcents, chacun pour 12,5%, les 4 quiz que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire et qui sont encore disponibles sur la plateforme. Donc j'en profite pour rappeler à ceux qui sont en retard, il est toujours possible de rattraper son retard, mais plus on approche du dernier moment, moins on a de temps par définition. Et donc les vidéos sont encore disponibles pendant un certain temps sur la plateforme, mais elles ne resteront pas non plus indéfiniment sur la plateforme. Et donc pour plus de détails sur cet aspect-là que je maîtrise pas très bien, je vous renvoie au fil des discussions sur la plateforme. Et là, Arthur et Yannick sont incollables sur ces sujets-là. Oui, mon guide Dan, le LAN étant moi, me dit que oui, la deuxième phase, c'est à partir de demain que vous pourrez traiter le cas Medica, et que vous aurez, là je lis mes notes, jusqu'au dimanche 8 décembre pour le faire. Et ensuite, on rentrera dans la deuxième phase, c'est-à-dire la correction par les pairs, qui elle durera une semaine, du 8 décembre
au 15 décembre. Et après, nous, on moulinera à partir du 15 décembre et on vous donnera les résultats, Guillaume, peut-être avant Noël. C'est l'objectif? Oui, avant Noël. On vous donnera les résultats avant Noël et on devrait être en mesure de vous envoyer physiquement le certificat au tout début de l'année 2014. Même si on vous aura donné vos notes avant Noël et connaissant les règles de pondération, vous serez capable de savoir si vous avez eu plus que 12 sur 20, qui est en note globale le minimum pour obtenir ce certificat de suivi avec succès de ce MOOC consacré à l'analyse financière. Un certain nombre d'entre vous ont aussi décidé de suivre le certificat des fondations de finances d'entreprise que j'ai fait pour First Finance, qui permet d'aller au-delà pour ceux qui le souhaitent. Je vous propose maintenant de faire quelques petits rappels de cours. Une fois que Arthur m'aura envoyé mes anti-sèches, les voilà. Alors, la 4e semaine, c'était la suite logique de tout ce qu'on avait vu avant. J'ai regardé dans la première semaine avec vous les marges de l'entreprise, parce qu'aucune entreprise ne peut survivre à terme si elle n'est pas capable de dégager des marges positives. Ensuite, on a regardé la conséquence logique des marges. Je ne suis pas capable de faire des marges si je ne fais pas des investissements. Donc, la 2e semaine, c'était les investissements. Et les investissements impliquaient nécessairement de trouver du financement, ce qui était l'objectif de la 3e semaine. La 4e semaine, quelque sorte, c'est une semaine de synthèse parce que on a tous les éléments en place, les marges, les investissements et les financements pour calculer ce qu'on appelle la rentabilité. La rentabilité en finance, c'est une mesure de l'efficacité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise n'a pas gaspillé les ressources qui ont été mises à sa disposition? Est-ce qu'elle est efficiente dans l'usage de ses ressources? Et ça, c'est la rentabilité qui nous permet de nous le dire. Je rappelle que, contrairement à ce qu'on voit parfois, la rentabilité, c'est toujours un résultat sur des capitaux investis qui ont permis d'obtenir cette rentabilité. Parfois, il y a des abus de langage où on dit telle société fait un résultat net de 3 euros à chaque fois qu'elle vend un produit pour 100 euros, donc elle a une rentabilité de 3%. Non, ça, c'est pas une rentabilité, c'est une marge. C'est un critère pertinent, mais c'est pas un critère d'efficacité de l'usage des capitaux qui ont été mis en place pour obtenir cette marge. Et la rentabilité, on doit toujours être cohérent. Exemple et contre-exemple. Le résultat net revient aux actionnaires. Les actionnaires ont apporté des capitaux propres. Donc, il est logique que dans la rentabilité des capitaux propres, on rapporte le résultat net aux capitaux propres. Contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire, les actionnaires qui ont apporté les capitaux propres ne récupèrent pas le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, il va se partager ensuite entre les prêteurs qui ont apporté de la dette, l'État qui paye, qui reçoit l'impôt sur les sociétés en contrepartie des services et des prestations qu'il met gratuitement à la disposition de l'entreprise, et puis le résultat net qui revient aux actionnaires. Donc rapporter le résultat d'exploitation aux capitaux propres, c'est mathématiquement possible, c'est financièrement dénué de pertinence. Ceci étant rappelé, je vous propose de passer à la slide suivante. Arthur, il faut toujours 2-3 secondes entre le moment où je parle et le moment où la slide arrive. C'est pas qu'Arthur est feignant ou s'endort, c'est la technique qui a besoin d'un petit peu de temps. Donc vous inquiétez pas. Là voilà la slide. Donc il y a 2 rentabilités qui comptent, la rentabilité économique et la rentabilité des capitaux propres. On l'a vu dans les vidéos, donc je ne vais pas m'apesantir plus que de vous rappeler que des 2, la plus importante est la rentabilité économique, parce que ça décrit effectivement la rentabilité réelle obtenue par l'entreprise sur son outil industriel, et que la rentabilité des capitaux propres peut toujours se manipuler par la technique de l'effet de levier. En rajoutant de la dette, vous êtes capable de gonfler, au moins pendant un temps si tout va bien, la rentabilité des capitaux propres par rapport au socle que constitue la rentabilité de l'actif économique. Donc c'est pour ça que la rentabilité de l'actif économique est la plus importante des 2. Ceci étant rappelé, la slide suivante arrive. La voilà. C'est l'effet de levier. L'effet de levier est ce qui lie la rentabilité économique, RE, à la rentabilité des capitaux propres. Vous vous rappelez que l'effet de levier dépend de 2 choses. Il dépend de la marge que vous faites entre, d'un côté, le coût de la dette, petit i dans la formule, et de l'autre côté, la rentabilité économique, c'est-à-dire j'ai trouvé de l'argent auprès des banques ou des prêteurs plus généralement
à un taux d'intérêt de I%, et je le replace à un taux de rentabilité économique de RE. Donc j'ai une marge que j'espère être positive, mais qui peut être négative. Et le deuxième élément, c'est l'importance des dettes dans la structure financière, matérialisée par ce qu'on appelle le levier financier, le rapport D sur CP. En fait, le principal intérêt de l'effet de levier, c'est un intérêt, je dirais, pédagogique. C'est de nous expliquer comment la rentabilité des capitaux propres se formule, se crée à partir de la rentabilité économique. En lui-même, l'effet de levier, sauf circonstances exceptionnelles ou atypiques, n'est pas susceptible de créer de valeur. Parce que vous comprenez bien qu'à chaque fois que j'augmente la dette au sein de la structure financière de l'entreprise, je vais en parallèle augmenter le risque. J'augmente le risque parce que la dette génère des frais financiers, les frais financiers sont des coûts fixes par rapport à l'activité, donc j'augmente mon point mort. Et on a vu ensemble dans la première semaine que plus mon point mort, plus les coûts fixes sont élevés dans mon point mort, plus je suis sensible à une variation d'activité. Et plus mon point mort est haut, plus je suis proche de lui. Donc, ne jamais oublier, en finance, il y a un couple où le divorce n'est pas possible, c'est risque et rentabilité. L'effet de levier permet de doper la rentabilité quand tout va bien, mais vous ne pouvez pas vous arrêter à un raisonnement sur la rentabilité. À chaque fois que vous pensez à rentabilité, vous devez ne jamais oublier, c'est pour ça que je dis que c'est un couple où le divorce n'est pas possible, le risque. Et il n'y a pas de miracle, l'augmentation de la rentabilité en jouant sur l'effet de levier accroît le risque de l'entreprise. On passe à la slide suivante. Et donc là, je rentre dans la troisième phase de ce live, c'est-à-dire qu'on va faire le corrigé de l'exercice que je vous avais laissé, qui était double. C'était faire les calculs pour Gremlin sur l'année 97 et 98, et puis interpréter les chiffres que nous avons obtenus en matière d'analyse de rentabilité sur Gremlin. Alors, ici, on vous a rappelé les chiffres pour 96. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mes calculs? J'ai besoin d'éléments bilanciels, c'est-à-dire j'ai besoin de l'actif économique qui va m'être utile pour calculer la rentabilité économique. J'ai besoin des capitaux propres, donc ça, je le récupère de calculs que nous avons fait déjà préalablement. Et puis, j'ai besoin d'éléments du compte de résultat et du bas du compte de résultat. C'est pour ça qu'ici, dans la partie droite de la slide, vous avez le compte de résultat un peu tronqué. Vous l'avez uniquement à partir du résultat d'exploitation. Il est tronqué tout simplement parce qu'on n'a pas besoin pour ce calcul-là de ce qui est au-dessus. Le résultat d'exploitation 1873, il va me servir pour la rentabilité de l'actif économique, puisque les apporteurs de dette et de capitaux propres financent l'actif économique et vont se partager le résultat d'exploitation. Donc il est logique que l'on raisonne avec au numérateur un résultat d'exploitation et au dénominateur les capitaux investis qui ont permis d'obtenir ce résultat d'exploitation, à savoir l'actif économique, dette plus capitaux propres, ou ce qui revient au même, IMO plus BFR. Je vous rappelle ici la particularité qu'on a chez cette société, qu'on a chez Gremlin cette année-là, en 76, on a une société qui a une dette nette négative. C'est atypique, et on pourrait d'ailleurs l'appeler cash net plutôt que dette nette, soit dette nette en négatif, soit cash net en positif. Une partie des capitaux propres n'est pas investi dans l'outil industriel de la société, dans son actif économique, mais il est investi dans du cash qu'elle a à son actif. Et donc, je fais l'application numérique, sachant qu'ici, j'ai pris un taux d'impôt de 35,5%, et je trouve 85% de rentabilité économique et 49% de rentabilité des capitaux propres. J'interpréterai dans un instant. Donc ça, on l'avait fait ensemble dans la vidéo. Maintenant, on va regarder pour l'année 97. C'est la même slide, sauf qu'on a changé les chiffres, puisque c'est maintenant les chiffres de 97 qui s'affichent sous vos yeux. Et donc maintenant, on a une rentabilité économique calculée sur les mêmes principes, avec un taux d'impôt, là j'ai pris le taux réel de la société de 33,1%, donc j'ai une rentabilité économique de 37%, et j'ai une rentabilité des capitaux propres de 26%. Et puis, dernière fois où je fais le calcul, c'est pour 98, et en 98, la slide va arriver dans un instant. La voilà, merci Arthur. En 98, j'ai des chiffres un petit peu différents. Pour la première fois, je n'ai plus une dette nette négative. Vous en rappelez, je n'ai plus un cash net.
mais je suis endetté pour la première fois auprès des banques pour un montant de 2,8 millions d'euros. Peu importe, j'applique, je fais du copier-coller, j'ai mon résultat d'exploitation, j'ai mon taux d'impôt qui cette fois-ci est à 29,8%, parce que le gouvernement britannique avait baissé le taux d'impôt à l'époque. Bref, j'ai un actif économique, j'ai un résultat net, j'ai des capitaux propres. Et je trouve 19% de rentabilité économique, puis 27% de rentabilité des capitaux propres. Les calculs étant faits, on va s'intéresser maintenant à l'interprétation. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de la rentabilité de Gremlin au cours du temps? Alors, on vous l'a présenté en quatre ou cinq lignes. La première, puisqu'on a décomposé la rentabilité d'exploitation après impôt, c'est-à-dire la rentabilité économique. D'ailleurs, j'aurais dû écrire rentabilité économique. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on corrige pour le prochain MOOC. Rentabilité économique après impôt, plutôt que rentabilité d'exploitation, ça m'a échappé. On l'a décomposé en la marge, c'est-à-dire le résultat d'exploitation après impôt divisé par le chiffre d'affaires. Combien je gagne d'euros à chaque fois je vends un produit 100 euros, par exemple, ça c'est ma marge. Et j'ai décomposé aussi dans la deuxième composante qui est la rotation, c'est-à-dire mon intensité capitalistique avec un actif économique de 100, combien de chiffre d'affaires je génère. C'est ça que ça veut dire rotation. Je sais que c'est un concept plus difficile à faire passer que le concept de marge d'exploitation qui est la première ligne. Quand j'ai une rotation de 5,3 en 96, ça veut dire qu'avec un actif économique de 100, je suis capable de faire du chiffre d'affaires pour 530. 5,3 fois 100. L'année suivante, vous voyez que pour le même actif économique de 100, je ne suis plus capable que de faire que 250 de chiffre d'affaires. Et la dernière année, vous voyez qu'avec le même actif économique de 100 pour fixer les esprits, je ne suis plus capable que de faire que 180 de chiffre d'affaires. Ça renvoie à ce qu'on a vu ensemble la deuxième semaine, lorsqu'on a étudié l'évolution de l'actif économique de l'entreprise, les investissements qu'elle faisait, et du besoin en fonds de roulement dont on avait vu qu'il explosait littéralement. Je vous rappelle qu'on passait de 25 jours environ de chiffre d'affaires en besoin en fonds de roulement à environ 125 jours de chiffre d'affaires en besoin en fonds de roulement. Et donc, on a une rotation moindre, une efficacité moindre à cause de ceci, de l'explosion de notre besoin en fonds de roulement. Et donc, c'est ce qui explique que notre rentabilité économique après impôt baisse substantiellement de 85% à 19%. Une fois qu'on a dit ça, j'ai fait un raisonnement en tendance, il faut que je raisonne en absolu. De vous à moi, une rentabilité économique de 85%, la première impression qu'on peut avoir, c'est vachement sympa. 85% de rentabilité, c'est un taux de rentabilité extrêmement élevé. Mais immédiatement, vous devez revenir sur Terre. Il n'est pas possible, dans la durée, de gagner 85% de taux de rentabilité chaque année. C'est un taux qui est monstrueux par son importance. Ça veut dire quoi concrètement? J'ai investi 100 et à la fin de l'année, je récupère 185. C'est ça que ça veut dire. Si dans l'économie, il existait de façon pérenne des secteurs comme ça, on n'aurait plus aucun étudiant en cours. Parce que tous les étudiants iraient créer des startups de jeux vidéo pour avoir un taux de rentabilité de 85%. Et ils auraient bien raison. Et tous les retraités de la Terre feraient la même chose. Et d'ailleurs, moi, j'arrêterais d'enseigner la finance et je ferais des jeux vidéo. Bon. Donc, quand vous avez un taux de rentabilité extrêmement élevé comme celui-ci, c'est pas possible que ça dure parce que ça va naturellement attirer la concurrence. Et la concurrence va faire que les marges vont baisser, les investissements sont plus importants et la loi économique dans un monde concurrentiel va s'appliquer. Donc on tombe, c'est inévitable, d'un niveau très élevé. Vous pouvez presque le photographier parce que dans votre vie, vous n'en verrez pas beaucoup des sociétés qui dégagent un taux de rentabilité économique de 85%. À côté, Louis Vuitton et Apple qui ne font que du 40%, c'est des nuls. Pour reprendre le langage de mes jeunes enfants. Cela dit, en 98, avec 20% de rentabilité économique, on a quand même un taux qui est extrêmement, très correct, très satisfaisant. Là, je regardais ce week-end sur autre chose, la rentabilité moyenne des grandes sociétés européennes cotées en bourse, en rentabilité économique, on est aux alentours de 12%. Et
c'est les meilleures sociétés européennes, puisque ce sont celles qui sont cotées en bourse. Donc 20% de rentabilité économique après impôt en 98, c'est nettement moins bien que 85, on est bien clair, mais 85 est insoutenable. Ce qui est excessif est insignifiant, et à 20%, on a quand même une très belle performance. Deuxième type de commentaire que je voudrais faire, vous voyez qu'on a un effet de levier qui au départ est négatif, moins 36%, et qui va devenir positif, plus 7,4%. L'explication vient simplement du fait que, rappelez-vous au départ, on l'a vu dans les slides que nous projetait Arthur tout à l'heure, la société n'avait pas de dette et elle avait du cash. Et donc, il faut que vous vous représentiez visuellement un bilan, un rectangle, dans lequel, à droite, je n'ai que des capitaux propres, du côté des ressources, et à gauche, j'ai de l'actif économique et en bas, du cash net. Sur l'actif économique, je gagne du 85% la première année. Sur le cash, je ne peux pas, sur mes disponibilités, gagner du 85%. Un trésorier d'entreprise place, aujourd'hui, les conditions de taux d'intérêt, François, quand on vient de confier des dépôts, des disponibilités, Pas beaucoup. pas beaucoup, c'est combien pas beaucoup aujourd'hui? C'est un 0 plus. 0 plus, vous voyez, bon, à l'époque, chez Gremlin, c'était 3-4%, si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas placer vos liquidités à 85%. Donc, la rentabilité de vos capitaux propres, les capitaux propres finançant à la fois intégralement l'actif économique et le cash, la rentabilité des capitaux propres est une moyenne pondérée de celle de l'actif économique et de celle du cash. Donc, elle est nécessairement plus faible que les 85% et plus élevée que celle de la rentabilité du cash, qui est à l'époque de 3-4%. Et donc, c'est pour ça que vous avez une rentabilité des capitaux propres de 49% qui s'inscrit entre les deux rentabilités, et on a un effet de levier négatif, parce que la société n'a pas de dette, elle a du cash net. C'est la même chose en 97. Par contre, en 98, pour la première fois, on est endetté, rappelez-vous, c'est-à-dire que notre actif économique est financé. On peut revoir la diapo, Arthur, s'il vous plaît. Notre actif économique est financé par des capitaux propres et par de la dette. Donc, on joue sur l'effet de levier au sens classique de l'effet de levier. Et cette fois-ci, en 98, vous voyez, merci pour la diapo, Arthur. L'effet de levier, ça consiste en quoi? Je m'endette à un certain taux d'intérêt et je replace cette somme auprès de mes banquiers et je replace cette somme dans mon actif économique à un taux de rentabilité de 20%. Or, les banquiers ne me prêtent pas à 20%, ils me prêtent à 3-4% à l'époque, ou 5-6% si vous voulez. Et donc, je fais une marge, un écart entre le taux auquel je m'endette, 3-4%, et le taux auquel je place, 20%. Ce qui explique que, et là on va revoir la dernière diapo qu'on voyait, on a sur la dernière année une rentabilité des capitaux propres à 27% qui est supérieure à la rentabilité de l'actif économique, qui était simplement de 19,9%. Donc, du côté de la rentabilité, c'est pas là où on a des problèmes. On a une rentabilité qui baisse, mais une rentabilité économique en dernière année de 98 de 20% et une rentabilité des capitaux propres de 27%, c'est plutôt une très bonne performance. Même si c'est moins bien qu'avant, ça reste une très bonne performance. Donc, le problème de Gremlin n'est pas un problème de rentabilité. Et pour en savoir plus, je vous convie à regarder les vidéos à partir de demain, les 2 dernières vidéos de conclusion de l'analyse financière de façon générale et appliquée au cas Gremlin. Donc maintenant, Guillaume, on va prendre des questions, ça vous va? Donc on commence. Vous nous envoyez une première question. Où est-ce qu'elle est? En bas. En bas de quoi? Oui, c'est le suspense, ça. Je ne vois pas la question. Ah, voilà, ça y est, elle est arrivée. À partir de quel pourcentage l'effet de levier... Ah mince, je l'ai effacé, au lieu de l'agrandir. On peut la remontrer, Guillaume? Je vous avais prévenu, je suis un peu meilleur en finance qu'en technique. Donc là...
Tu la prendrais celle-là ou tu veux que je fasse un commentaire? C'est sûrement à partir de quel pourcentage de la rentabilité des capitaux propres l'effet de levier commence-t-il à être trop inquiétant? Quelque chose comme ça sûrement. À partir de quel pourcentage l'effet de levier est-il élevé? Je dirais, et puis après je laisserai la parole après à François qui nous donnera son point de vue de banquier commercial chevronné. Euh, Mon premier sujet, c'est pas tellement l'effet de levier, c'est le niveau de rentabilité économique. Donc, une boîte qui a une rentabilité économique très élevée de façon pérenne pourrait supporter un effet de levier très important. Parce que le socle, la base, quand vous avez une rentabilité économique pérenne de 25% par an, vous pouvez faire beaucoup de choses. Quand vous avez une rentabilité économique pérenne de 5%, vous avez quand même du mal à gagner le coût de l'argent que vous devez gagner, à être suffisamment rentable. Donc, le premier sujet, je réponds néanmoins à la question sans y répondre vraiment, j'y répondrai dans un instant, c'est quand même de regarder le niveau de rentabilité économique. Et en fonction du niveau de rentabilité économique, on peut se permettre un effet de levier plus ou moins important. J'évoquais Apple ou Louis Vuitton, ce seraient des sociétés qui pourraient s'endetter fortement. À l'inverse, une agence de voyage qui aura une rentabilité économique de 5% est une société qui dégage pas beaucoup de rentabilité, donc elle n'aura pas beaucoup de capacité à rembourser des dettes. Donc elle n'aura sûrement pas un gros effet de levier, elle ne pourra pas se permettre le même type d'effet de levier que chez Louis Vuitton, premièrement. Deuxièmement, ça dépend quand même beaucoup de l'appétence pour le risque de celui qui répond à la question. Il y a des gens qui aiment le risque, qui n'hésiteront pas sur les autoroutes à faire du 135, 140, et puis il y en a d'autres qui vont se limiter à 125, sachant qu'en France, c'est limité à 130 légalement. Moi, je suis plutôt un conservateur en matière de structure financière parce que j'ai vu tellement de belles aventures industrielles échouer parce qu'on avait mis trop de dettes à un moment donné et que ça a coulé l'entreprise, que j'ai plutôt tendance à être prudent. Donc, on m'annoncerait une société avec 20% de rentabilité économique durable et puis qui aurait une rentabilité des capitaux propres grâce à l'effet de levier de 30%, ça ne me fait pas peur. Oui, parce que l'effet de levier, c'est la moitié de la rentabilité économique et la rentabilité économique est très satisfaisante. On m'annoncerait 10% de rentabilité économique et 10% d'effet de levier qui me fait une rentabilité des capitaux propres de 20%, je commence déjà à être nerveux. Parce que j'ai une rentabilité économique moyenne, à peine correcte, enfin correcte on va dire, mais j'ai quand même, je la double par l'effet de levier, par le poids de la dette. Donc la question est simple, elle tient en 8 mots ou 9 mots. La réponse est nécessairement plus compliquée. François, tu veux ajouter quelque chose? Il n'y a pas de réponse unique à une question comme celle-là. Je crois qu'il faut, alors c'est sans doute mon métier de banquier qui me fait faire cette réponse, mais l'effet de levier, comme on l'a vu, il vient quand même d'une répartition entre les dettes et les capitaux propres, et que plus on mettra de dettes, plus on fera donc, on profitera de l'effet de levier, mais comme l'a dit Pascal, ça suppose quand même que précisément l'entreprise ait la capacité donc de faire face à ce niveau d'endettement, à une capacité donc d'endettement, de remboursement suffisamment significative, qui est en partie liée à la capacité qu'elle a à générer de la rentabilité économique. Donc, alors, il est vrai qu'un certain nombre de montages financiers, on peut parler des LBO, reposent précisément sur l'existence de cet effet de levier sans lequel le montage LBO n'existerait pas. Ceci dit, on voit aussi que quand on pousse le jeu un peu trop loin, y compris dans les montages LBO, en mettant beaucoup plus de dettes que de capitaux propres, on a vu un certain nombre je dirais, d'opérations quelque peu connaître des difficultés, précisément quand la rentabilité économique s'est érodée sous des effets de structure ou plutôt de conjoncture, bah, automatiquement l'entreprise s'est trouvée dans de grandes difficultés pour faire face à ce levier de l'endettement. Donc c'est un sujet qu'il faut effectivement relier à la rentabilité économique et sur lequel il faut savoir, je pense, donner des réponses adaptées à chaque cas et en aucun cas universelles. Je vais demander à Franck Moncel s'il veut ajouter son grain de sel, Franck. Rapidement, la question de la dette renvoie à la probabilité de... Attends, un problème de son. Un petit problème de son pour l'instant avec Franck, mais on va rétablir son son. C'est bon?
Ok. Non, le niveau de la dette qu'une entreprise peut porter renvoie avant tout à la probabilité d'occurrence des cash flows. Si vous avez des cash flows qui sont risqués, c'est-à-dire qui peuvent, dont le niveau peut varier dans le temps, il est clair que le niveau de dette que vous pourrez porter sera réduit. Et donc, du point de vue de l'entreprise, la première question à se poser, c'est quelle est la probabilité de voir apparaître un certain niveau de cash flow. Et c'est sur ce cash flow que je vais pouvoir fonder mon endettement et le niveau de ma dette. Donc, je crois que c'est toujours central de relier le niveau de la dette à la liquidité qu'on est en capacité de générer dans la durée et d'arrimer ces deux concepts. Guillaume, vous nous en envoyez une autre? On en prend une dans la salle peut-être? D'accord, très bien. Non. Ah, là, on prend celle qui apparaît et on prendra monsieur dans la salle juste après. Euh, lequel des deux calculs de rentabilité est le plus utilisé et le plus pertinent? Voilà, il n'y a pas de. C'est une question simple. Si vous deviez partir dans une île déserte avec une seule des deux rentabilités à calculer, vous partez avec la rentabilité économique. Euh, donc c'est le plus utile parce que c'est celui qui est le moins manipulable de façon artificielle par votre structure financière. On peut prendre la question de monsieur. D'accord. Alors, la question de monsieur, donc je suis obligé de la répéter pour que ceux qui nous écoutent sur ordinateur et qui nous écouteront plus tard puissent l'entendre, c'est si on a une rentabilité économique très élevée, à quoi ça sert finalement de s'endetter? Puisque si on a une rentabilité économique très élevée, on aura des cash flows importants et donc on n'a pas besoin de recourir à la dette. On peut se financer soi-même. Bon, alors, euh, c'est le cas de nombreuses entreprises qui ont une très belle rentabilité économique, qui n'ont pas besoin de s'endetter. Tout à l'heure, j'évoquais Louis Vuitton, j'évoquais Apple, ce sont des sociétés qui n'ont pas besoin de s'endetter. Mais il existe parfois des secteurs où on peut avoir une très belle rentabilité économique, mais néanmoins des investissements très importants, parce que je suis en croissance et j'ai la capacité de prendre des parts de marché. Un premier exemple, style les sociétés qui fabriquent des lanceurs pour positionner des satellites en orbite, style Telsat. Et deuxièmement, on peut aussi avoir des actionnaires qui, à un moment donné, font le choix d'avoir plus de dettes pour récupérer du cash pour leur usage personnel maintenant et qui décident de faire un LBO sur ce type de société. J'ai en tête l'exemple de la société Eutelsat, qui pendant un temps était une société sous LBO, qui est une société avec une très forte rentabilité. Les cash pouvaient servir à financer les investissements, elles pouvaient ne pas être endettées. Simplement, les actionnaires ont voulu récupérer du cash à leur profit et ils ont mis un LBO en place. Euh, oui, alors après, ça ne veut pas dire que lorsqu'on met en place un LBO, que tout va bien dans le meilleur des mondes possible, parce que monsieur qui a un esprit facétieux nous dit, ah oui, mais il y a Page Jaune qui est cet exemple-là, et Page Jaune, c'est effectivement une société avec de très fortes marges, une très belle rentabilité économique, qui a été massivement plombée par un excès de dette dans un montage de LBO. Et d'ailleurs, ça me fait penser que on va demander à Franck de nous rappeler en 30 secondes ce que c'est qu'un LBO. Buyout, c'est une opération financière par laquelle on fait une acquisition en recourant à un effet de levier très important. Il doit me rester 15 secondes. Alors un LBO, c'est autre chose que ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisque là, c'est la croyance que la dette va conduire à la performance, par la contrainte. La dette contraint les entreprises à générer des cash, contraint les managers à respecter les business plans, et on sort du cadre qui a sous-tendu jusqu'à présent les présentations qui ont pu être faites, parce que dans le LBO, on renvoie à d'autres schémas pour lesquels la dette est un support important de la motivation et de la création de valeur. Du sujet, souvent dans un LBO, vous verrez un endettement qui rapporté à l'excédent brut d'exploitation va faire 5 fois, 6 fois, 7 fois, parfois même 8 ou 9 fois l'excédent brut d'exploitation. Guillaume, on prend une autre question, on a le temps, oui, largement les 35. L'effet de levier permet-il d'améliorer la rentabilité? Messieurs? Oh ben, on avait déjà répondu. L'effet de levier permet d'améliorer la rentabilité des capitaux propres, mais n'a pas d'impact direct sur la rentabilité économique. La rentabilité économique, c'est le résultat d'exploitation après impôt sur l'actif économique.
C'est une donnée qui renvoie principalement au secteur et aux conditions d'exercice du métier de l'entreprise. Quand vous vous endettez, vous allez pouvoir optimiser la rentabilité pour l'actionnaire, mais vous ne changez pas les fondamentaux qui sont les fondamentaux économiques de la firme. Et la création de valeur en finance, encore une fois, c'est le résultat d'exploitation après impôt, moins le coût du capital engagé, et tout se passe donc indépendamment du niveau d'endettement. Question dans la salle, peut-être? Alors, ta question qui me posait est une question anachronique. Si Gremlin avait été chypriote, comment arrivez-vous à analyser la situation? Alors, pour tous ceux qui ne sont pas au courant de la situation chypriote récente, à Chypre, pour la première fois dans un pays européen, une partie des dépôts des épargnants, des particuliers ou des entreprises auprès des banques a été saisie par l'État pour renflouer l'État chypriote, pour faire simple. Et donc, il y a une partie du cash de Gremlin chypriote qui aurait été confisqué par l'État. Bien. Alors, c'est anachronique puisque Gremlin, c'est 96-98 et que monsieur fait allusion à des événements qui se sont produits en début de l'année, je crois à peu près, enfin dans ces années-là. Bon. Premièrement, vous avez plusieurs techniques, monsieur. La première, c'est que surtout, vous ne dépassez pas 100 000 euros par banque, puisque en dessous de 100 000 euros, c'est bon. Ça vaut pour les riches particuliers. Pour une grande entreprise, c'est quand même compliqué de trouver. Bon, mais on peut placer son cash autrement qu'en le laissant simplement en banque. Enfin, il y a quand même des outils de gestion de trésorerie qui peuvent exister, et je pense surtout que maintenant que ça s'est produit une première fois, toutes les entreprises qui seront dans des pays où ça commence à sentir le roussi, Europe ou pas Europe, risquent d'accélérer la problématique auquel est confronté le pays en s'enfuyant d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire en allant placer leur cash ailleurs. On peut peut-être reprendre une autre question. Une autre question qui arrive. Ah voilà, elle arrive. Les risques pris avec les effets de levier expliquent-ils en partie la crise économique? Si oui, comment? Je me lance et puis après vous compléterez. Cette crise-ci, je ne crois pas que ce soit une crise de crédit. Autrement dit, c'est pas qu'on a fait trop de crédits à des gens qui sont pas capables de les rembourser. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas énormément de faillites d'entreprises industrielles qu'on a vues depuis 2007. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, en particulier dans notre pays, mais il n'y a pas une montée massive de cela. Elle est plus due, comme vous le savez, à un problème de confiance. À un moment donné, on a fait croire à des gens qu'en achetant des produits sophistiqués, ils pouvaient avoir un placement leur rapportant plus avec un taux de risque très faible. Et ces gens se sont rendus compte qu'on leur avait menti, qu'on avait triché avec eux, et que ce qui était noté 3A, c'est la meilleure note possible par les agences de rating, était pourri de subprime, qui étaient des crédits dont on savait aux États-Unis, pour les particuliers dans l'immobilier américain, qui tôt ou tard, ils ne pourraient pas être remboursés. Et donc, à partir du moment où, dans un système financier qui repose nécessairement sur la confiance, vous avez confiance en ayant déposé votre épargne à la Société Générale, à BNP Paribas ou à la Banque Populaire, si cette confiance commence à fuir, eh bien, les gens ont peur, les gens ne prêtent plus, la liquidité disparaît et vous créez des problèmes importants. Il me semble que la crise de 2007-2008, c'est surtout une crise de confiance et de liquidité, plutôt qu'une crise où on aurait trop prêté à des gens, comme dans les pays émergents dans les années 90, ou peut-être au moment de la bulle Internet pour certaines sociétés. Bon, mais je n'ai pas la science infuse. Franck, François. Moi, j'aime bien cette question en tant que banquier parce que on reproche, enfin l'effet de levier, c'est quand même des dettes sur des capitaux propres. Et quand on lit cette question, on a envie de dire que les banquiers auraient trop prêté précisément et que c'est une vanne trop ouverte du
crédit qui aurait pu engendrer la crise économique. Or, en règle générale, quand on lit ou quand on entend ce qu'on dit des banquiers dans les médias, souvent plus ou moins autorisés, on reproche plus souvent aux banquiers de ne pas prêter que de trop prêter. Donc, enfin, pour moi, je vois pas effectivement, tout comme Pascal, mais plus en tant que effectivement prêteur, je ne vois pas très clairement le lien entre l'effet de levier et l'abus d'un effet de levier et pour autant qu'il ait existé, ce qui à mon avis n'est pas le cas, et la crise économique. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Différentes. La première, c'est évidemment les subprimes, comme disait Pascal. La deuxième, c'est une crise souveraine, de la dette souveraine, avec de manière latente une crise bancaire. Donc ces crises successives ont des raisons différentes. La première, c'est plutôt un problème de pricing et de liquidité. La deuxième, c'est un problème de remboursement des États. Pour les banques, la question du levier, là pour le coup, se pose, mais pas en tant que prêteur, en tant que détenteur de dette dans leur propre bilan. Donc je pense que la question, pour y répondre, il faudrait expliciter davantage qu'est une crise et évoquer la succession de crises et leurs profils différents. Oui. La question qui nous est posée, c'est qu'il existe en partie dans les grands groupes des techniques d'optimisation fiscale qui leur permettent de réduire l'impôt sur les sociétés. Et la question, si je la trahis pas, c'est quel est l'impact de ces techniques sur la rentabilité économique. Et en fait, la question sous-jacente que pose monsieur, si je peux la reformuler comme ça pour rejoindre un certain nombre de préoccupations qu'on a vues dans les forums, c'est lorsqu'on calcule la rentabilité économique, faut-il prendre le taux d'impôt théorique, par exemple en France, pour parler de notre pays, 34,3%, qui est le taux d'impôt théorique sur les résultats, ou faut-il prendre le taux effectif de la société, dont la société bénéficie, éventuellement grâce à ces optimisations fiscales. Je pense que c'est très intéressant d'aller regarder le taux effectif que paie l'entreprise. Quand vous avez un taux d'effectif qui est très différent du taux normal, vous devez vous poser des questions. Pourquoi? Alors, imaginez que votre société fasse son activité, je dirais, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le taux d'impôt sur les sociétés est en train de tomber à 20%. Donc, c'est pas illogique, si elle a une grosse activité au Royaume-Uni, bien qu'étant française, qu'elle ait un taux d'impôt qui apparaisse dans son compte de résultat, qui soit pas le 34% français, mais qui soit un mixte de l'anglais et du français. Puis je vais multiplier les exemples. Malheureusement, on trouve plus de pays qui sont moins que la France et nettement moins que la France que de pays qui sont plus. Le deuxième point, c'est que si ça ne s'explique pas logiquement, rationnellement par le mix d'activités de l'entreprise, à un moment donné, l'explication dans ce cas-là, c'est l'optimisation fiscale. Alors, on ne va pas rentrer dans les différentes techniques qui existent, qui sont trop complexes pour ce MOOC, mais elle pose un problème d'acceptabilité sociétale. Autrement dit, aujourd'hui, les citoyens que nous sommes, nous acceptons plus que les multinationales, par des techniques plus ou moins astucieuses, souvent avec la complicité des États, réduisent à un niveau extrêmement bas leur imposition. Et vous avez une pression qui vient de la société avec un S majuscule sur les gouvernements, sur les entreprises qui se livrent à des optimisations fiscales trop agressives. Je dirais que les États ont déjà commencé par balayer dans leur propre jardin. Il est quand même pas normal qu'au sein de l'Union européenne, on ait Jersey qui est un régime fiscal très sympathique alors que c'est une possession du Royaume-Uni. Il est quand même pas normal qu'en France, nous ayons un petit paradis fiscal à Saint-Martin et Saint-Barthélemy alors que c'est la France, etc., etc. Donc, pour vous, en termes d'analyse financière, regardez le taux effectif d'impôt, c'est-à-dire la réalité du impôt payé dans mon compte de résultat rapporté au résultat avant impôt, et de le comparer par rapport au taux normal effectif
surtout qu'en norme IFRS, vous avez une réconciliation entre les deux en annexe. C'est d'ailleurs pour ça que les annexes font souvent beaucoup de pages, c'est qu'on vous donne aussi beaucoup d'informations et ça va être intéressante. Ça peut être intéressant d'aller regarder parce que la situation dans laquelle je fais de l'optimisation fiscale a de bonnes chances à notre époque de ne plus être pérenne. Parce que vous voyez de partout, les pouvoirs publics se saisissent du sujet, ils ont besoin d'argent, premièrement, mais d'un point de vue moral, ça pose quand même des problèmes. Donc nous, en analyse financière, c'est peut-être sympa d'avoir un taux d'impôt très bas, mais ne vous leurrez pas, s'il est justifié intégralement par l'optimisation fiscale, ça ne durera pas. Ça pouvait durer dans le passé, je pense que ça ne dure plus au jour d'aujourd'hui. Guillaume, il est 20h46. Une dernière question. Que penser d'un taux de rentabilité des capitaux propres de 16% comme imposé par certains fonds de pension? C'est idiot. Pas la question. Hein. C'est idiot, pas la question. Dire, moi, je vous obtiens un taux de rentabilité des capitaux propres de 16% comme vous voulez. Il suffit de mettre plus ou moins de dettes. Donc, c'est pas un taux de rentabilité des fonds propres, des capitaux propres de 16% qui est le bon critère. Si vous voulez vraiment imposer un taux de rentabilité, c'est plutôt au niveau des rentabilités économiques que vous devez juger. Et au niveau de la rentabilité économique, 16% après impôt, alors soit vous êtes dans un secteur très risqué, et donc ça peut se justifier d'avoir du 16% dans un secteur très risqué, mais si vous n'êtes pas dans un secteur très risqué, donc vous êtes dans un secteur moyennement risqué, vous aurez des rentabilités moyennes. Et je vous rappelais tout à l'heure qu'en Europe actuellement, et la conjoncture pour les grands groupes n'est pas mauvaise, on a une rentabilité économique de 12%. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de groupes arrivent à faire du 16% selon toute vraisemblance, parce que tout le monde n'est pas à 12, c'est une moyenne qui cache un écart type, mais tout le monde n'y arrive pas non plus. Donc de façon indifférenciée, demander à des secteurs peu risqués, à des secteurs très risqués du 16%, c'est ridicule, c'est stupide. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Oui, mais ça me va. Ça répond pas très bien. Bon. Sur le chat, s'il vous plaît, remettez-les sur le forum, et sur le forum, on y va. Soit vous obtiendrez une réponse d'autres participants à ce MOOC, ou soit nous-mêmes, nous finirons par vous répondre. On passe à la suite. Ah non, Guillaume veut vraiment me faire beaucoup travailler ce soir. Pourquoi prendre en compte les goodwill? C'est la dernière, c'est ça, en net et non en brut. Ah non, là, je suis pas d'accord avec vous, Guillaume. C'est si on veut faire correctement son travail, il faut prendre les goodwill en brut et non pas en net. Enfin, je vous renvoie à la vidéo, on a dû en parler, mais c'est peut-être Guillaume qui a mal retranscrit la question. Les goodwill en norme IFRS, ils sont inscrits à votre bilan à l'actif quand ils sont positifs, c'est le cas qui nous intéresse, et puis éventuellement on va les déprécier si le prix pour lequel on a acheté les actifs n'est plus un prix d'actualité, que le prix a baissé. Et donc il y a des tests en termes techniques, on dit d'impairment, et l'entreprise peut être amenée effectivement à passer une dépréciation de ses goodwill. Mais j'ai acheté l'entreprise avec 100 de capitaux propres de mes actionnaires m'ont confié 100, j'ai acheté l'entreprise, une filiale par exemple, j'ai payé 100, il y a un certain goodwill de 80, mettons, on ne rentrera pas dans le détail du calcul, et puis 3 ans après, parce que je me suis trompé, j'ai suranticipé la croissance ou la rentabilité de ma nouvelle filiale, je suis obligé de déprécier ce goodwill de 80 à 50. Donc j'ai perdu 30. Cette perte de 30, c'est pas une perte cash, c'est une perte comptable qui va réduire mes capitaux propres d'autant. Donc ils vont passer de 100 à 70. Mais c'est pas parce que j'ai comptablement réduit dans le bilan les capitaux propres de 100 à 70 que mes actionnaires ont oublié qu'ils m'ont apporté 100. Et c'est sur ces 100 qu'ils continuent à me demander un certain taux de rentabilité et pas sur les 70. Donc c'est pour ça qu'il convient de raisonner en analyse financière sur des goodwill bruts dans la mesure où on le peut, surtout lorsqu'on est confronté à des entreprises qui ont passé des dépréciations importantes de goodwill récemment, plutôt que de raisonner en goodwill
net. Voilà, Guillaume, c'est la dernière question qu'on prend ce soir. OK? Donc pour les autres, je vous renvoie sur les forums. Donc, il me restait à vous faire un petit teaser, voilà, un teaser sur Medica. Bon, voilà. Si vous vous intéressez au secteur des maisons de retraite, c'est pour vous. Si vous vous intéressez pas au secteur des maisons de retraite, c'est aussi pour vous. Voilà. D'autant plus que Medica est en train de croître de façon importante en ce moment, puisque vous avez peut-être vu dans l'actualité qu'ils ont annoncé qu'ils se rapprochaient avec Corian pour ensemble faire l'un des leaders européens des maisons de retraite. Ils sont actifs maintenant, ils seront comme ça actifs en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie. Voilà, j'ai fait la publicité pour Corian, enfin pour Medica, pardon, mais ils ne vous offriront pas de réduction si vous voulez aller y passer quelques mois. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ce soir? La conclusion, donc demain à partir de 14h, on va vous mettre en ligne les 2 vidéos de conclusion d'analyse financière. Et puis, on va mettre aussi en ligne un questionnaire de satisfaction ou d'insatisfaction. C'est la première fois qu'on fait un MOOC en français consacré à l'analyse financière chez First Finance. On va en faire d'autres. Et comme on veut en faire d'autres, on veut bénéficier de vos retours d'expérience, des choses que vous nous suggérez d'améliorer, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas content. Et donc, c'est l'objectif de ce questionnaire de satisfaction pour pouvoir récolter vos feedbacks après ces 4 semaines passées ensemble. Je vous dis à tous bon courage, parce que tous n'ont pas encore fait le quiz 4. Et puis bon courage pour ceux qui voudront suivre la 5e semaine. Et puis peut-être, le monde étant petit, à une prochaine fois. Bonne soirée à tous.